voici la vidéo règle de Race for the Galaxy, un jeu de Tom Lehman pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de développement spatial édité par Istari. Au niveau matériel, nous avons 4 fiches d'aide de jeu, chacun pourra en recevoir une en début de partie. Il y a un résumé du tour d'un côté et un résumé des cartes de l'autre côté. Puis nous avons un ensemble de jetons points de victoire en 1, 5 et 10 points de victoire, des jetons de différentes tailles comme vous le voyez ici. Et donc en début de partie, en fonction du nombre de joueurs, vous allez mettre 12 points de victoire en jetons 1 et 5 au milieu de la table et par joueur. Donc si on joue à 2 joueurs, 24 points, à 3 joueurs 36 et à 4 joueurs 48 points de victoire en jetons 1 et 5. Tous les jetons qui vous restent alors en 5 et 1 point, ainsi que tous les jetons 10 points de victoire, sont placés de côté pour l'instant, ils ne serviront qu'en fin de partie. Puis vous avez 3 types de cartes différentes. On va d'abord prendre le paquet d'ordre des joueurs, donc chacun va récupérer les cartes à sa couleur, on les regarde bien, et attention, il faudra retirer les cartes spéciales qui ont ce petit symbole en bas à droite. Ces cartes-là correspondent à la variante expert à 2 joueurs. Donc vous allez retirer toutes ces cartes et garder uniquement celles qui n'ont pas de symbole en bas à droite. Ensuite, chaque joueur va choisir sa couleur et va recevoir les 7 cartes correspondant à sa couleur. Donc 7 cartes pour le bleu, 7 pour le rouge, 7 pour le jaune et 7 pour le vert. Évidemment, si vous jouez à moins de 4 joueurs, vous n'utiliserez que les couleurs correspondantes au nombre de joueurs. Enfin, vous avez un paquet de cartes Race for the Galaxy. Alors attention, vous allez devoir trier certaines des cartes en début de partie. Donc là, je l'ai déjà fait. Il y a en effet certaines cartes qui sont des mondes de départ et qui présentent un chiffre dans un carré dessiné en bas à droite et aussi en haut à gauche en petit comme ceci pour pouvoir les repérer plus facilement. Donc vous allez trier votre jeu en récupérant toutes ces cartes mondes de départ que vous allez mettre de côté. Et ensuite, pour votre partie d'initiation, la première partie que vous ferez, vous allez récupérer aussi toutes les cartes qui présentent un petit chiffre correspondant au monde de départ. Donc il y a 4 cartes de chaque type. 4 cartes 1, 4 cartes 2, 4 cartes 3 et 4 cartes 4. Pour la partie d'initiation, vous allez prendre donc les cartes monde de départ avec le carré et vous allez en distribuer suivant le nombre de joueurs. Si on joue à 2 joueurs, on utilisera le monde 1 et 2, à 3 joueurs 1, 2, 3, à 4 joueurs 1, 2, 3, 4. Toutes les cartes qui ne seront pas sélectionnées, donc si par exemple nous jouons à 2, on prend le monde 1 et le monde 2, on se les distribue au hasard, chacun commence avec un. Toutes les autres cartes, c'est-à-dire la carte 0 et les autres, vont être remélangées à l'intérieur du paquet de cartes classiques. Ensuite, et toujours en partie d'initiation, on va récupérer les cartes qui sont marquées avec un chiffre correspondant au monde de départ, et chaque joueur va recevoir les cartes correspondant à ce chiffre. Donc là, le joueur 1 prend les 4 cartes 1, le joueur 2 les 4 cartes 2, dans un exemple de jeu à 2 joueurs. Les autres cartes vont être remélangées, elles aussi, à l'intérieur du paquet. Une fois que vous aurez fait quelques parties d'initiation, vous pourrez commencer le jeu avec un choix différent, c'est-à-dire qu'au lieu de distribuer les mondes de départ et les cartes déjà prédéfinies par le jeu, vous allez utiliser uniquement les cartes de départ que vous allez bien mélanger, et ensuite chaque joueur va recevoir un monde de départ distribué au hasard. Chacun pourra le placer face visible devant lui. Le reste des cartes, ainsi que toutes les cartes présentant le chiffre en haut, les cartes prédéfinies de la version d'initiation, vont être remélangées à l'intérieur du paquet. Ensuite, chacun va piocher 6 cartes sur le dessus du paquet, et en fonction des cartes qu'il a reçues, eh bien, il va en choisir 2 qu'il ne veut pas garder, afin de se constituer une main de départ d'uniquement 4 cartes. Les cartes défaussées par tous les joueurs, eh bien, vont être remélangées avant de commencer la partie proprement dite. En début de partie, chacun a donc un monde de départ de placer face visible devant lui. Il faudra le disposer de façon à pouvoir placer des cartes à côté, à droite, ainsi qu'en dessous. Effectivement, au fur et à mesure de la partie, nous allons être amenés à poser 12 cartes sur la table au maximum, et donc il faudra faire 2 rangées de 6, c'est le plus pratique. Chacun a donc reçu 4 cartes Race for the Galaxy face cachée, ainsi qu'un paquet de cartes ordre et sa fiche de départ. Si jamais un joueur a reçu le monde de départ Alpha Centauri,
Attention, il devra tirer une carte du dessus du paquet de pioche et la placer face cachée, comme ceci, en diagonale, sur son monde de départ, et sans regarder cette carte-là, qui est une ressource. Nous expliquerons ça un peu plus tard. Alors, dans Race for the Galaxy, chaque joueur est à la tête d'une civilisation galactique qui va tenter d'agrandir son empire au maximum en découvrant de nouveaux mondes. Les mondes sont représentés par ces cartes présentant un cercle en haut à gauche, ou en découvrant de nouveaux progrès technologiques ou commerciaux qui sont représentés par ce petit losange. Il y a donc seulement deux types de cartes dans le jeu, les mondes et les technologies. Alors, à chaque tour de jeu, les joueurs vont pouvoir réaliser jusqu'à 5 phases différentes qui sont représentées sur les cartes d'action qui vous ont été distribuées en début de partie. Nous avons la première phase qui est la phase explorer, la deuxième phase développer, la troisième phase coloniser, la quatrième phase consommer et la cinquième phase produire. Vous noterez que pour la phase explorer, nous avons 2 cartes, ainsi que pour la carte consommer qui présente aussi 2 cartes. Alors, à chaque tour, comment ça va se passer? C'est très simple. Chaque joueur va choisir simultanément une carte qu'il désire réaliser. Donc, une des actions qu'il désire réaliser, il va la poser face cachée devant lui sur la table. Et une fois que tout le monde aura joué l'action qu'il souhaite jouer, eh bien, on va révéler toutes les cartes en même temps et on va les réaliser dans l'ordre. Donc on regardera s'il y a un ordre 1 qui a été joué, un ordre exploré, ensuite un ordre 2 qui est l'ordre développé, un ordre 3 colonisé, un ordre 4 consommé, un ordre 5 produire. On va les réaliser dans l'ordre et pour chaque ordre choisi par un joueur, tous les joueurs vont pouvoir faire l'action. Donc si par exemple là j'ai choisi développer, le 1 il n'y en a pas pour le tour, personne n'en a choisi, imaginons. On passe à la phase 2, développer, j'ai choisi cette carte, je vais avoir un petit avantage à avoir joué la carte, mais tous les autres joueurs vont eux aussi pouvoir réaliser l'action développer. Alors pendant le jeu, les cartes vont avoir différentes fonctions. Celles que vous avez dans les mains et que vous n'avez pas encore jouées vont être votre richesse. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, vous aurez peut-être à défausser face cachée des cartes de votre main, pour pouvoir payer des coûts en richesse. Vous avez les cartes face visible que vous allez poser au fur et à mesure sur votre jeu, qui sont donc soit des mondes, soit des technologies. Et enfin, les cartes face cachée qui seront posées sur certains mondes seront des ressources. Alors, quelles sont les différentes actions que vous pourrez réaliser par tour en fonction des cartes choisies par vous et par les autres joueurs? Commençons par l'action explorer. Alors il y a 2 cartes explorées, puisqu'il y a 2 façons d'explorer l'espace, afin de trouver de nouvelles cartes. Effectivement, l'action explorer va tout simplement vous permettre de piocher de nouvelles cartes sur le dessus du paquet. Lorsqu'un joueur a choisi l'action explorer, eh bien tous les autres joueurs vont avoir le droit de piocher 2 cartes sur le dessus du paquet, de les regarder et de choisir laquelle il défausse et laquelle il garde en main. Attention, toutes les cartes défaussées par les joueurs en cours de jeu le seront face cachée sur une pile de défausse commune. Il ne faudra pas confondre la pioche et la défausse. Donc la défausse, on jette les cartes un petit peu dans n'importe quel sens pour bien repérer que c'est l'endroit où on jette les cartes qui ne nous intéressent pas. Mais attention, le joueur qui a joué la carte va avoir le droit à un petit bonus. Alors évidemment, plusieurs joueurs peuvent jouer une carte explorée en même temps, donc chacun aura le droit à son bonus. Alors par contre, on n'a droit au bonus qu'une fois. Si 2 joueurs ont joué explorer, on ne pioche pas des cartes grâce à l'action explorée de l'autre joueur, mais uniquement grâce à la carte que l'on a jouée. Il y a donc 2 types de bonus pour l'exploration qui correspondent à la carte jouée. Si vous jouez celle-ci, elle vous permettra de piocher 5 cartes au lieu de piocher 2 cartes avant de choisir celle que vous gardez. Donc on pioche 5 cartes sur le dessus du paquet, on les regarde, on choisit celle qu'on garde en main, les autres sont défaussées. Et si on a choisi l'autre carte, elle va vous permettre de piocher 3 cartes au lieu de 2. Et une fois que vous aurez pioché vos 3 cartes, vous pourrez en garder 2, et vous allez en défausser qu'une seule. Alors les symboles sur les cartes sont là pour vous rappeler ce que vous pouvez faire. Lorsqu'il y a un œil, ça veut dire piocher des cartes, donc vous avez le droit de regarder 5 cartes sur celle-ci, regarder
une carte de plus et piocher une carte de plus. Lorsque c'est une main, c'est la deuxième action possible et l'action développer. Alors cette action, eh bien, il y a ce petit symbole qui reprend les développements technologiques. Eh bien, elle va permettre aux joueurs de poser des développements technologiques devant eux en payant un certain coût. Attention, lorsqu'un joueur a joué cette carte, eh bien, tout le monde va pouvoir poser un développement technologique devant lui, mais le joueur qui a joué le développement aura droit à une petite réduction de 1 en coût pour avoir le droit de poser sa carte. Les cartes de développement technologique et commerciaux se présentent comme ceci, avec ce symbole de losange dans lequel un chiffre est marqué. Ce chiffre correspond justement au coût qu'il faudra payer pour avoir le droit de poser une telle carte sur la table lors d'un développement. Alors, ce coût doit être payé en richesse. Je vous rappelle que la richesse, ce sont les cartes que vous avez en main. Donc si par exemple j'ai cette main-là de départ, je pourrais décider par exemple de construire ce développement technologique travaux publics, mais ça va me coûter 1. 1, ça veut dire que je devrais défausser une de mes autres cartes en main dans la défausse, face cachée, pour payer ce coût. Heureusement, nous avons vu que le joueur qui a choisi cette action aura une réduction de 1, donc il aura une carte de moins à payer. C'est-à-dire qu'il pourra poser la carte travaux publics pour 0 sur la table, ou bien poser la carte de vaisseau de colon, par exemple, pour 1, puisqu'il aura moins 1. Donc, s'il décide de poser cela sur la table, il défausse une carte qui ne l'intéresse pas dans la défausse. Pour info, les cartes de technologie ont un coût allant de 1 à 6 dans le jeu de base. Alors, chacune de ces cartes va vous permettre d'obtenir des bonus aux différentes phases du jeu, qui sont toujours représentées ici, et donc il y a représenté à quelle phase vous pourrez utiliser le bonus de la carte. Alors, je reviendrai un peu plus en détail sur les différentes options que vous offrent ces cartes. Il est à noter aussi que, à côté du gros chiffre représentant le coût, il y a un petit hexagone avec un chiffre à l'intérieur. Alors, à quoi correspond ce chiffre dans l'hexagone? Il correspond aux points de victoire, qui sont aussi de forme hexagonale. Attention, lorsque vous posez une telle carte, vous ne gagnez cependant pas les points de victoire sous forme de jetons. Ce sera juste des points de victoire qui seront comptabilisés en fin de partie pour savoir qui a remporté le jeu. La troisième action, si elle a été jouée par un joueur, sera l'action coloniser. Alors lors de cette phase, vous aurez tout simplement le droit de poser de nouveaux mondes qui sont symbolisés par ce cercle. Nous avons vu qu'en première carte, nous avions déjà un monde de départ, mais on va en piocher plein d'autres au fur et à mesure du jeu, et on pourra donc jouer ces cartes-là à cette phase de colonisation. Alors attention, il y a deux types de mondes que vous pouvez coloniser. Nous avons des mondes normaux, basiques, qui sont représentés par un chiffre marqué en noir, et nous avons des mondes militaires qui, eux, ont un chiffre marqué avec un cercle rouge, comme ceci. La façon de les poser sur la table va être différente suivant ce type de monde. Si vous décidez de poser un monde basique, il vous faudra, comme pour les cartes de développement, défausser des cartes de votre main pour avoir le droit de les mettre en jeu. Et par contre, pour les mondes militaires, c'est un petit peu différent. En effet, les mondes militaires ne vont pas se laisser coloniser si facilement que ça, et pour pouvoir les poser sur la table, eh bien, il faudra les coloniser par la force. Et il faudra donc avoir une force militaire suffisante pour avoir le droit de poser cette carte sur la table gratuitement. Alors, la force militaire va être représentée par l'accumulation des bonus militaires que le joueur possède déjà. Par exemple, si un joueur a déjà reçu la nouvelle Sparte en tant que première carte, eh bien il aura d'entrée un bonus militaire de 2, donc une force de frappe de 2. Ce qui lui permettra, lors d'une phase de colonisation, de poser de nouveaux mondes qui ont une force de 2 ou moins en militaire. Donc il n'a pas besoin, lors d'une conquête militaire, de défausser des cartes de sa main, il pourra gratuitement poser cette carte-là sur la table. Attention, la colonisation de certains mondes vous donne des malus militaires, il faudra donc faire bien le total de tous ces bonus militaires pour savoir quelle est sa force. Là, par exemple, un joueur ayant cette carte-là et cette carte-là de poser face visible dans son système aura donc seulement un point de conquête militaire.
Attention, il y a aussi une autre caractéristique pour certains mondes qui seront appelés mondes de trouvailles. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un monde de trouvailles? Eh bien c'est un monde autour duquel il y a un halo de couleurs de dessinées. Donc ceux-ci sont des mondes normaux, et ces deux-là par contre sont des mondes de trouvailles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au moment où on va poser ces cartes sur la table, donc là par exemple je décide de poser ce monde basique, hop, qui est un monde en pâte. Il me coûte donc une carte, donc je défausse une carte pour avoir le droit de le poser sur la table. Et comme c'est un monde de trouvailles, immédiatement je vais piocher la première carte du paquet de pioche et la placer dessus, comme pour le joueur ayant reçu Alpha Centauri en début de partie. Nous avons donc des mondes qui ne produisent rien, ils ont un cercle gris avec le chiffre marqué soit en normal soit en militaire. Nous avons des mondes de trouvailles sur lesquels nous poserons une carte au moment où ils arriveront en jeu. Et enfin, nous avons des mondes de ressources, comme ceci, des mondes de production, qui, eux, ont une couleur de fond, mais quand on les pose en jeu, on ne met pas de cartes sur eux. Par contre, plus tard dans la partie, ils pourront produire des cartes de couleurs particulières. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais revenons au bonus de la carte colonisée. Effectivement, le ou les joueurs qui auront joué la carte colonisée gagneront un petit bonus. Pour avoir posé un monde, ils piocheront une carte du talon qu'ils pourront ajouter à leur main. Passons ensuite au pouvoir de consommation. Si un joueur a joué une carte consommée, tous les joueurs autour de la table vont être obligés d'utiliser leur pouvoir de consommation pour consommer des ressources. Alors, les ressources d'un joueur sont les cartes qui sont placées face cachée sur ces mondes. Attention, il ne peut y avoir qu'une seule ressource par monde à tout moment dans le jeu. En fonction du monde où sont posées ces cartes, elles vont prendre une couleur particulière et seront donc des ressources d'un type particulier. Donc là, par exemple, dans ce monde d'un joueur, eh bien, nous avons une carte qui sera considérée comme étant une carte orange, puisqu'il y a un halo orange, ici comme une carte verte à cause du halo vert, et celle-ci comme une carte jaune à cause de la couleur de fond du cercle jaune. La couleur de ces cartes définira leur type. Nous avons des cartes ressources nouveautés en bleu, génétique en verte, rares en orange et alien en jaune. Alors les pouvoirs de consommation des joueurs vont être les pouvoirs dessinés sur les cartes qu'il a posées face visible et qui sont donc représentés à la phase 4. Donc ici par exemple j'ai 3 pouvoirs de consommation. Je vais être obligé d'utiliser au maximum tous mes pouvoirs, mais en revanche je choisis dans quel ordre je vais les effectuer lors de mon tour. Alors, les pouvoirs de consommation vont vous indiquer quel type de ressources vous devrez défausser afin de recevoir les bonus afférents. Donc là, par exemple, pour ce monde contaminé, son pouvoir de consommation m'oblige à jeter une carte verte afin de recevoir un point de victoire, donc que je prendrai sous forme de jeton point de victoire de la pioche. Donc c'est les petits jetons que nous avons placés au centre du jeu en début de partie, et qui me permettra aussi de piocher une nouvelle carte sur le dessus du paquet pour l'ajouter à ma main. Celui-ci, lorsqu'il y a une carte multicolore, indique n'importe quelle carte de ressources me permettra de gagner cette fois-ci une carte seulement sur le dessus du paquet. Celui-ci, une carte ressources orange, et celui-ci aussi une carte de n'importe quelle couleur pour gagner un point de victoire. Donc il y a plein de types différents de pouvoirs de consommation. Alors en imaginant le système d'un joueur qui aurait tous ses pouvoirs de consommation, il serait obligé de tous les utiliser dans l'ordre de son choix. Alors, chaque pouvoir de consommation ne peut être utilisé qu'une seule fois. En revanche, on ne peut pas les multiplier, à moins que ce soit précisé sur la carte. Donc par exemple, pour le conglomérat minier, eh bien celui-ci m'indique que je peux défausser jusqu'à 2 cartes afin de gagner un point de victoire par carte défaussée. Alors attention, si jamais par contre j'ai les 2 cartes orange et que je décide d'activer cette carte-là, je serai obligé de l'activer au maximum, c'est-à-dire d'utiliser les 2 cartes orange pour gagner les 2 points de victoire. Si j'ai une autre carte de consommation
qui me permet de gagner aussi des points avec une carte orange, eh bien je ne pourrai pas l'utiliser en utilisant une seule carte pour celle-ci et une autre carte pour celle-là. Dès que j'active une consommation, je suis obligé d'aller à fond. Pour reprendre l'exemple, notre joueur ici pourrait décider de défausser une carte de n'importe quelle couleur pour gagner 2 points de victoire. Il pourrait donc décider de défausser la carte de ressources aliens, pardon. Ensuite, en deuxième, il pourrait décider d'utiliser celle-ci pour utiliser une carte orange pour gagner un point de victoire supplémentaire et piocher une carte. Et enfin, il lui reste ces 2 cartes, il peut choisir la mieux, donc par exemple celle-ci, qui permet de défausser une carte de couleur verte pour gagner aussi un point de victoire et une nouvelle carte. Si un joueur ne consomme pas toutes ses cartes en utilisant toutes ses cartes de consommation, donc là par exemple il a seulement 2 cartes qui lui permettent d'en défausser 2, eh bien à ce moment-là, il gardera la dernière qui reste puisqu'il n'a pas pu la consommer. S'il peut la consommer, il est obligé, si par contre il ne peut pas, eh bien il les laisse pour le tour suivant. Mais revenons au bonus de la carte consommée. Alors il y a 2 cartes différentes consommation. Si vous décidez de jouer la première, elle va vous permettre de gagner des cartes avant de passer à la consommation proprement dite. En effet, le ou les joueurs qui ont joué une telle carte vont être obligés de vendre une de leurs ressources pour gagner de nouvelles cartes qu'ils vont pouvoir piocher sur le dessus du paquet. En fonction du type de ressources vendues, ils gagneront plus ou moins de cartes. Donc les ressources nouvelles rapportent 2 cartes, rares 3 cartes, génétique 4 cartes et alien 5 cartes. Attention, on ne peut vendre, je le rappelle, qu'une seule carte. Quant à elle, la deuxième carte de consommation va permettre de gagner plus de points de victoire. Effectivement, le but du jeu est de marquer un maximum de points de victoire à la fin du jeu. Alors, grâce à cette carte, on va tout simplement multiplier par 2 tous les points de victoire que l'on aura reçus par la consommation de ce tour. Pour reprendre un exemple, un joueur qui défausse 2 cartes, par exemple avec 2 pouvoirs de consommation différents qui lui rapportent 2 points de victoire et un point de victoire supplémentaire, soit 3, va en fait marquer 6 points de victoire grâce à cette carte. Enfin, la 5e et dernière action est l'action produire. Lorsqu'un joueur va jouer une carte production, tous les joueurs vont pouvoir produire avec leur monde productif. Nous l'avons vu, certains mondes sont des mondes de production, qui se reconnaissent à leur cercle coloré. Attention de ne pas confondre avec ceux qui ont un halo et qui sont des mondes de trouvailles. Ceux-là sont par contre les mondes de production avec la couleur à l'intérieur du cercle. Eh bien, lors d'une phase de production, eh bien, tous les joueurs qui ont une carte de ce type vont pouvoir ajouter une nouvelle carte ressource par-dessus du type concerné, à condition que ce monde n'ait pas déjà de carte. En imaginant que mon jeu soit comme ceci et qu'on fasse une phase de production, eh bien, ce monde-là va produire, puisqu'il est vert et qu'il n'a pas encore de carte. Et celui-là aussi va produire. Celui-ci aurait pu produire, mais comme il a déjà une carte précédemment posée, on ne peut pas en poser une deuxième. Une seule carte de ressources peut être posée par monde. Alors, quel est le bonus pour avoir joué la carte? Eh bien, tout simplement de recevoir une ressource supplémentaire que l'on pourra cette fois-ci poser sur n'importe quel monde de trouvailles que l'on a. Nous l'avons vu, les mondes avec un halo sont des mondes de trouvailles. On n'a posé une ressource sur eux qu'au moment où ils ont été posés et disposés sur la table. À partir de là, ils ne vont plus produire, sauf justement avec la capacité spéciale de la carte de production qui permet de poser une carte de production sur un de ces mondes que l'on possède et qui n'a pas de carte déjà de poser sur lui, bien sûr, puisqu'on est toujours limité à une carte par monde. Le jeu va donc se poursuivre ainsi, tout le monde choisit une carte, ensuite on les révèle tout en même temps, on réalise les phases dans l'ordre en fonction des cartes jouées, les phases qui n'ont pas été choisies, sélectionnées par un joueur ne sont carrément pas jouées. On effectue donc toutes les actions et c'est reparti pour un tour. Hop, on reprend ses cartes en main, on en rechoisit une nouvelle et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Une fois que toutes les phases d'un tour ont été jouées, eh bien on va vérifier que personne n'ait plus de 10 cartes en main. Effectivement, 10 c'est le maximum que l'on peut avoir. Si jamais un joueur a plus de 10 cartes en main à la fin du tour, il devra se défausser des cartes en excédent et il jettera les cartes de son choix. Alors la partie va se terminer de 2 façons, soit lorsqu'un joueur va construire sa 12e et dernière carte à l'intérieur de son tableau, soit lorsqu'on va piocher les dernières tuiles
représentant des points de victoire. Donc si par exemple lors d'un comptage, hop, on distribue les 3 dernières tuiles, et bien immédiatement nous allons prendre les tuiles valant 10 points de victoire et les tuiles qui n'ont pas été utilisées en début de partie, on les remet dans la réserve commune, on peut faire de la monnaie évidemment si on a besoin de monnaie, afin de payer à tout le monde des points de victoire qui lui sont dus. Si jamais il n'y a pas assez de jetons de points de victoire, ce qui est quand même assez rare, on compte sur un papier, de façon à ce que tout le monde reçoive quand même les points qui lui sont accordés. Une fois qu'on a effectué cette dernière manche, jusqu'au bout, donc c'est-à-dire on distribue les points de victoire, mais on continue quand même jusqu'à la phase où on défausse des cartes si on en a plus que 10, eh bien on va pouvoir compter les points de victoire, et celui qui en aura le plus l'emportera. Pour compter les points de victoire, on va tout simplement additionner les points de victoire accordés par les cartes que l'on a pu placer en jeu, et c'est donc le chiffre qui est marqué dans le petit hexagone sur chacune des cartes, donc on fait ce total-là, plus le nombre de points de victoire que l'on a gagné grâce au pouvoir de consommation au cours de la partie, et celui qui en a engrangé le plus l'emporte. En cas d'égalité, les joueurs vont compter le nombre de cartes qui leur restent dans les mains, alors attention, pas les points de victoire, mais tout simplement le nombre de cartes, auxquels ils vont ajouter le nombre de cartes ressources qui restent encore dans leur système, et le joueur qui a le plus de points ainsi ajoutés l'emporte. Alors attention, vous avez beaucoup de cartes technologiques qui ont un coût de 6 et un petit point d'interrogation dans les points de victoire qu'elles rapportent. Effectivement, elles vont vous donner des bonus en fin de partie en fonction des autres cartes que vous aurez réussi à placer dans votre système. Et ces points de victoire ne seront comptabilisés qu'à la fin. Alors, chacune de ces cartes donnant des petits objectifs différents aux joueurs qui les auront posés devant eux pour marquer des points de victoire supplémentaires, elles font bien sûr partie de votre stratégie d'ensemble, et poser une telle carte va un peu diriger votre action vers un type de développement particulier. Donc là, par exemple, l'Institut Technico-Alien va vous donner des points de victoire supplémentaires pour toutes les cartes aliens ou les cartes produisant des ressources aliens que vous aurez réussi à poser. L'Imperium Galactique va vous permettre de gagner des points pour les développements militaires et les conquêtes militaires que vous aurez réalisées. Et ainsi de suite, il y en a tout un tas de types qui seront bien à connaître au fur et à mesure de vos parties, afin d'orienter vos stratégies pour tenter, et pourquoi pas, de poser une telle carte en fin de partie. Voilà pour Race for the Galaxy, un excellent jeu bien tactique sur lequel il faudra aussi compter avec une petite part de chance afin de tirer les cartes qui nous intéressent en fonction de la stratégie vers laquelle on se dirige. Effectivement, vous aurez plusieurs choix, soit de la jouer militaire par exemple, en essayant d'obtenir une force de frappe très importante et pouvoir coloniser des mondes gratuitement, ou bien de la jouer super production en construisant des mondes qui vous permettent de produire et en consommant à tout va pour gagner un maximum de jetons de points de victoire, soit en allant coloniser un maximum de planètes de différents types qui ont des points de victoire les plus importants sur elles. Enfin voilà, donc il y a plein de stratégies différentes, mais qui seront à adapter en fonction de ce que vous allez tirer au fur et à mesure du jeu, bien sûr. Alors, le jeu n'est pas si compliqué que ça, vous l'aurez compris, mais par contre, c'est un petit peu le système de symboles qui sont dessinés sur les cartes qui va être nécessaire d'appréhender afin de pouvoir jouer correctement. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.